Hello mes enfers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit déjà de la troisième vidéo sur le thème des tueurs en série. Alors installez-vous bien confortablement et prenez votre jus de grenade parce que ça va être explosif. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un tueur en série américain. Et je peux vous dire que Williams et Kohlhepp à côté, ce n'était rien du tout. Cet homme a tué entre 17 et 21 femmes en 12 ans de carrière. Alors je dis entre 17 et 21, car parmi les 17 femmes, il y en avait 12 qui étaient inconnues des services de police. Donc il y en a certainement eu plus. Ce tueur en série américain s'appelle Robert Hansen et est également surnommé The Butcher Baker of Alaska. Robert Hansen est né le 15 février 1939 à Esterville, dans l'Ohio. Chouette nom de ville. Il vit avec ses parents, il est décrit comme un enfant et un adolescent calme. Cependant, il est rejeté des autres, il est assez solitaire et il a une relation difficile avec son père. Son père était assez dur puisqu'il le faisait travailler à la boulangerie familiale dès 2h du matin et ce même les jours d'école. Et en parlant d'école, on se moque de lui à cause de son acné et de son bégaiement. À l'adolescence, son acné sévère lui laisse des marques sur le visage. En plus de ça, il est maigre et assez timide, donc les filles ne s'intéressent pas vraiment à lui. Il a même déclaré au Daily News « Ma peur des femmes a fini par se transformer en ressentiment, en haine et en violence ». Ok. Il trouve refuge dans la chasse et c'est un adepte du fusil et de l'arc. En 1957, il s'enrôle dans l'armée américaine avant d'être renvoyé. Et donc après, il est assistant instructeur dans une académie de police à Pocahontas. Et je ne parle pas du dessin animé. Durant l'été 1960, il se marie à une femme plus jeune que lui. Et en décembre 1960, il incendie un garage d'autobus scolaire pour se venger de son impopularité au lycée. Et pour ça, il est condamné à 3 ans de prison. Grâce aux remises de peine, il ne fait que 20 mois et à sa sortie de prison, il reprend sa vie en main. Durant son incarcération, le psychiatre lui a diagnostiqué un trouble bipolaire avec des épisodes schizophréniques périodiques. Et il a décrit son comportement comme étant infantile. Il était obsédé par le fait de se retourner contre les gens qui lui avaient fait du tort. Pendant son incarcération, sa première épouse, oui parce qu'il en a eu une deuxième, a demandé le divorce. Et en 1963, il se remarie avec une deuxième femme. Et avec sa deuxième épouse, il va avoir 2 enfants. En 1967, il déménage avec sa femme à Anchorage, je sais pas comment on dit, en Alaska, et il va suivre les traces de son père puisqu'il va ouvrir une boulangerie dans le centre-ville d'Anchorage. Ses voisins l'apprécient et les locaux aiment les produits frais qu'il propose. De son côté, Hansen continue de chasser, il remporte même des trophées et il obtient sa licence de pilote. Après ça, il va s'acheter un avion et il se servira de cet avion pour aller chasser le gibier dans le désert d'Alaska et plus tard pour transporter ses victimes. À partir des années 70, l'Alaska devient une destination populaire avec la construction de l'oléoduc Trans-Alaska, ce qui ramène des travailleurs, de la drogue et des prostituées. Au milieu des années 70, Robert Hansen commence à fréquenter des clubs de striptease et en fait c'est pour lui un véritable terrain de chasse puisqu'il a déclaré que sa première victime était une travailleuse du sexe. Il lui a tiré dessus avec un pistolet avant de la poignarder au cou avec un couteau et de l'enterrer. Son corps a été découvert 10 ans plus tard, en 1980. Et Hansen a reproduit ce schéma de nombreuses fois sur ses victimes. En général, il payait pour avoir des relations sexuelles et ensuite, après avoir fini, il les emmenait dans un autre endroit où il les violait et il les torturait. Et comme si le calvaire ne suffisait pas, il les relâchait dans la nature, dans une région éloignée. Alors là, vous devez vous dire, enfin, il les laisse tranquilles. Eh bien non, il les lâchait afin de les poursuivre comme un animal avant de les tuer et de jeter leur corps. Alors Robert Hansen n'a pas tué toutes ses victimes, cependant, il a avoué plus tard avoir violé 30 femmes dans les années 70-80. En 1971, Hansen a été arrêté pour enlèvement et tentative de viol d'une femme au foyer et pour viol sur une prostituée. L'accusation de viol impliquant la prostituée a été abandonnée. Il a quand même été condamné à 5 ans de prison pour l'agression avec une arme impliquant la femme au foyer. Après 6 mois de prison seulement, il a été dans un programme de mise à pied et a ensuite été relâché dans une maison de transition. En 1976, il est de nouveau arrêté après avoir volé une tronçonneuse dans un grand magasin d'Anchorage. Alors là, il va plaider coupable. Il est condamné à 5 ans de prison avec obligation de suivre un traitement psychiatrique pour son trouble bipolaire. Et devinez quoi? La Cour suprême d'Alaska a réduit sa peine
et il a été relâché. Entre 1980 et 1983, 12 femmes ont été portées disparues en Alaska. Les douilles retrouvées à côté des corps de Sherry Morrow et Paula Goulding ont été envoyées pour analyse au FBI et il en est ressorti que les 2 balles avaient été tirées via le même pistolet et la même personne. Le 13 juin 1983, Robert Hansen propose $200 à Cindy Paulson, qui est une travailleuse du sexe de 17 ans, afin d'avoir des relations sexuelles orales avec elle. Lorsqu'elle est montée dans la voiture, il a pointé une arme sur elle et il l'a emmenée chez lui à Muldoon, je crois que ça se dit comme ça. Hansen a enlevé une adolescente, il l'a violée et il l'a torturée dans le sous-sol de sa maison. Elle a déclaré plus tard qu'il l'avait enchaînée par le cou à un poteau. En fait, elle pouvait crier autant qu'elle voulait, personne l'entendrait étant donné que le sous-sol de la maison était très bien isolé. Le lendemain, il avait pour objectif de l'emmener dans son désert glacé, pour la chasser et pour la tuer. Il voulait l'emmener dans sa cabane, une cabane dans la région de la rivière de Knik, dans la vallée de Matanuska. Et en fait, cet endroit est accessible seulement par avion ou par bateau. Mais Cindy Paulson a réussi à s'enfuir alors qu'elle était menottée et accroupie sur le siège arrière de la voiture. Elle a profité du fait qu'Hansen avait le dos tourné et qu'il était occupé à charger le cockpit de l'avion pour s'extraire et ramper hors de la banquette arrière. Elle a donc ouvert la portière et a couru vers la 6e avenue. Franchement, elle a du cran pour faire ça parce que c'est soit ça passe, soit ça casse. Et si ça casse, ça attire les foudres de Robert Hansen. Heureusement pour Paulson, c'est passé et elle a réussi à s'enfuir. Rendez-vous compte quand même qu'elle est menottée et qu'elle est pieds nus. Elle a déclaré plus tard à la police qu'elle avait laissé ses baskets bleues sur le plancher derrière le siège passager afin de prouver qu'elle était dans la voiture de Robert Hansen. Forcément, Hansen à ce moment-là a paniqué et a commencé à la poursuivre, mais Cindy a réussi à arrêter un chauffeur de camion qui l'a laissé monter et elle est partie avec lui. Et ce chauffeur, c'est Robert Yount, qui, alarmé par son état, a accepté de la conduire à l'auberge Mush. Elle a ensuite appelé son petit ami qui était au Big Timber Hotel et elle a pris un taxi pour rejoindre cet hôtel. De son côté, le chauffeur de camion a averti la police et les officiers du département de police d'Anchorage sont allés dans la chambre 110 du Big Timber Hotel où ils ont retrouvé Cindy Paulson seule et toujours menottée. Une fois au siège du département de la police d'Anchorage, les policiers ont tout de suite reconnu le mode opératoire et grâce à Cindy Paulson, ils ont pu avoir la description physique de Robert Hansen, son adresse, son modèle de voiture et son modèle d'avion. Greg Baker est chargé de l'interrogatoire de Cindy Paulson et elle a décrit Robert Hansen comme étant nerveux et débraillé, un homme d'1,80 m avec des lunettes, enfin le genre de personne dont elle n'aurait pas pu se méfier. Elle explique donc qu'à l'instant où elle est rentrée dans la voiture, il l'avait pointée avec une arme et menacée et qu'ensuite il l'avait emmenée chez lui et que chez lui c'était un quartier résidentiel tout à fait calme, enfin rien d'anormal. Elle décrit également la maison d'Hansen comme étant bien rangée avec de nombreux trophées de chasse. Elle dit aussi qu'il l'a attachée avec des chaînes au plafond et qu'il l'a violée et torturée pendant des heures. Sur la route pour l'hôpital afin que Cindy Paulson se fasse examiner, elle et les policiers s'arrêtent à l'aérodrome pour qu'elle puisse identifier l'avion. À ce moment-là, quelqu'un de la sécurité est ici et il va décrire la voiture d'Hansen et sa description va parfaitement coller avec celle de Cindy Paulson. L'agent de sécurité va même jusqu'à donner un numéro de licence sur lequel les policiers vont retrouver l'adresse d'Hansen, qui est la même que celle donnée par la victime. Cette affaire devient de plus en plus sérieuse et concrète étant donné que les preuves et les informations données par Cindy Paulson concordent parfaitement avec celles des autres témoins. Les policiers arrivent chez Hansen un peu avant lui, et quand ils lui demandent s'ils connaissent la victime Cindy Paulson, il dit qu'il ne la connaît absolument pas. Il va même donner un alibi. Ce soir-là, il était chez un ami, John Henning, de 17 h à 23 h 30 afin de l'aider à réparer son avion. Enfin, plutôt un siège pour son avion. Et ensuite, il dit avoir été chez un autre ami jusqu'à 5 h 30 du lendemain matin, pour ensuite retourner à l'aéroport pour réparer le siège de son premier ami. Malgré le fait qu'Hansen ait déjà eu affaire à la justice, il se montre plutôt calme pendant l'interrogatoire et comme il a un métier stable, les policiers ne le considèrent pas comme un suspect sérieux. Il a même donné son accord pour que la police fouille sa maison. La maison était telle que Paulson l'avait décrite, mais comme les policiers n'ont rien trouvé d'autre, ça prouve uniquement que Paulson était chez lui. La seule chose étrange est un faux mur dans lequel Hansen cachait des armes, mais ce n'est pas vraiment étonnant pour un chasseur, et en plus de ça, il n'y avait aucun modèle qui correspondait au revolver qui avait été pointé sur Cindy Paulson. On se dit quand même qu'ils n'arriveront jamais à l'arrêter.
En plus de ça, ils ont vérifié sa voiture et il n'y avait aucune preuve. Suite à ça, les alibis ont bien évidemment été vérifiés et Hansen a été relâché. Paulson a pu identifier son agresseur parmi différentes photos, mais quand la police lui a proposé de passer un test au détecteur de mensonges, elle a refusé parce qu'elle disait ne pas avoir confiance en la police. C'est pour ça que la police a commencé un petit peu à douter de son histoire. Ajouté à ça, Cindy Paulson avait l'habitude d'apparaître et de disparaître, c'était un petit peu son mode de vie. Donc le supérieur de l'officier Baker a décidé de classer l'affaire. Mais pour Greg Baker, ce n'était pas fini, parce que lui, et heureusement, il croyait en l'histoire de Cindy Paulson. Il ne voulait pas lâcher, il a revu tous les détails et il s'est également intéressé aux différents faits sur les stripteaseuses. En plus de ça, il s'est rappelé qu'Hansen avait un avion, ce qui faisait de lui le suspect idéal. Comme Hansen était un bon citoyen, que c'était un boulanger, qu'il était apprécié de tous, il était marié, il avait des enfants, il n'entrait pas vraiment dans le moule, entre guillemets, du serial killer. Frank Rothschild, le procureur dans cette affaire, le décrit comme quelqu'un de sociable et dit même que la plupart des officiers de police avaient l'habitude d'aller acheter des donuts dans sa boulangerie. Cependant, des corps de victimes continuaient à être retrouvés. Et pour la première fois, les policiers et les prostituées étaient dans le même camp. Les policiers leur apprenaient à rester prudentes et leur avaient dit qu'il y avait un serial killer en liberté. Cependant, un détective, le détective Glenn Flow, ne veut pas en rester là. Et donc il obtient un mandat de perquisition pour fouiller les véhicules d'Hansen, son avion et également ses maisons. Alors pour vous resituer un petit peu, le détective Glenn Flows a fait partie d'une équipe qui a enquêté sur la découverte de plusieurs corps dans les entourages d'Anchorage. En 1982, le premier corps, surnommé Eklutnaani par les enquêteurs, a été retrouvé par des ouvriers mais n'a jamais été identifié. La même année, le corps de Johanna Messina a été retrouvé dans une gravière et les restes d'un autre corps, celui de Sherry Moreau, ont été retrouvés près de la rivière Knee. Flows a commencé à faire le rapprochement entre ces trois corps, mais il avait besoin du FBI pour avancer, et donc il a contacté John Douglas. Tiens, John Douglas, évidemment, vous le connaissez, à ce moment-là c'était un agent spécial retraité du Bureau fédéral d'enquête, et il l'a tout simplement aidé à établir un profil psychologique. Douglas a donc dit que le tueur était une personne financièrement indépendante, que c'était un chasseur expérimenté qui possédait une faible estime de soi, qu'il avait certainement dû être rejeté par des femmes au cours de sa vie, et qu'enfin, il garderait probablement des trophées de ses meurtres. Et plus fort encore, il émet l'hypothèse que le tueur pourrait bégayer, et qu'en plus de ça, il aurait probablement déjà causé un incendie. Ça ne ressemblerait pas au profil d'Hansen, tous ces détails? Flows a enquêté sur d'éventuels suspects avant d'arriver sur le profil d'Hansen. En plus de ça, il a appris qu'il avait un avion, et lors de son nouvel interrogatoire, Cindy Paulson a identifié un des pistolets de Robert Hansen. C'est à ce moment-là, grâce au témoignage de Cindy Paulson et au profil psychologique de Douglas, que Flows et le département de police d'Anchorage obtiennent un mandat de perquisition. Douglas était persuadé que le chasseur devenait maintenant le chassé. Et aux États-Unis, c'est la première fois qu'une recherche se base sur un profil psychologique. Le 23 octobre 1983, les policiers viennent chercher Hansen à sa boulangerie. Il n'est pas là, ils l'attendent 20 minutes et lorsqu'il arrive, ils lui disent qu'ils veulent l'interroger et Hansen coopère. Les policiers veulent des aveux afin d'éviter un long procès. Rothschild a été coaché par le FBI, il faut qu'il pose des questions à Hansen de manière à ce qu'il parle, et ce, de façon spécifique. Sauf que Hansen essayait de savoir ce que les policiers savaient, et les policiers voulaient savoir ce qu'Hansen savait. Donc ça fait un cercle vicieux. Le 27 octobre 1983, après avoir fouillé sa maison, les policiers découvrent le sous-sol dans lequel Cindy Paulson a été retenue captive et torturée. Dans la tête de lit, les policiers ont trouvé une carte de la région d'Anchorage avec 20 croix. Il s'agit des emplacements des différentes victimes de Robert Hansen. Dans le grenier, Hansen gardait les trophées des victimes et également l'arme avec laquelle il les tuait. De plus, une voisine et amie est venue voir la police pour leur déclarer que son mari avait servi d'alibi le soir où Cindy Paulson a été torturée et violée. À sa confrontation, Hansen a nié le plus longtemps possible les faits. Mais à quel moment tu te dis que nier ce genre de faits alors que toutes les preuves sont chez toi et t'accablent, ça pourrait passer? Lorsqu'il a arrêté de nier, Hansen a commencé à blâmer les femmes et à tenter de justifier ses actes. Il a ensuite avoué et admis chaque élément de preuve et a commencé à parler d'une série d'attaques contre les femmes d'Anchorage en 1971. Durant l'été 1983, il a envoyé sa famille passer des vacances ailleurs afin de pouvoir amener ses victimes chez lui. Il dit aussi que ses premières victimes avaient entre 16 et 19 ans et que contrairement aux autres, elles n'étaient pas des travailleuses du sexe.
En 1984, il a été condamné à 461 années de prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Il a plaidé coupable pour 4 meurtres et a fait des aveux complets concernant 17 autres femmes. Et 12 autres corps ont été retrouvés après qu'Hanson ait montré les emplacements aux enquêteurs. Après 30 ans de prison, en août 1974, Robert Hanson est décédé à l'âge de 75 ans. Et le procureur adjoint a déclaré « bon débarras ». Voilà, c'est tout pour cette histoire, j'espère que la vidéo t'aura plu. Et pour la dernière vidéo sur les serial killers, on va changer de continent. Je t'en dis pas plus, à la semaine prochaine.